Bienvenue, Siam Malek. Merci. Plaisir de vous recevoir pour la première fois d'ailleurs dans l'émission L'Info en face Matin TV. Effectivement. C'est de ma responsabilité, de la vôtre? Je ne sais pas. Voilà. À vous de me dire. En tout cas, on va corriger ça tout de suite, dès aujourd'hui. Et je vous en remercie d'ailleurs parce que vous avez accepté notre invitation au débat. Plaisir. Siam Malek, je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice, donc CEO générale d'Intergrate, Oui. voilà, qui est une filiale, une affiliée. Affilié à Kantar. Affiliée en Kantar pour la région, notre région, la région MENA. La région Maghreb. La région Maghreb, Oui. c'est pas MENA, c'est Maghreb. C'est Maghreb, mais par contre, nous, on travaille sur toute la région. En fait, on est affilié à Kantar, on peut représenter Kantar sur la région Maghreb, mais on travaille sur d'autres pays, bien sûr. Mais on ne représente pas Kantar dans les autres pays. Parfait. Intergrate, je rappelle, qui est un cabinet conseil en études de marché et en stratégie de marque. Exactement. Donc, on va parler de stratégie de marque, de conseil, d'accompagnement, de marché, de publicité et de marketing autour d'une synthétique question et interrogation qui va être un peu le fil rouge du débat d'aujourd'hui avec vous. Marketing, marché, publicitaire, on va parler d'IA. Est-ce que l'IA est un levier pour les marques ou un indispensable pour la créativité? Les deux. Les deux. Aujourd'hui, l'IA, c'est l'efficience pour les deux. L'IA, c'est une technologie, c'est un outil qu'on peut utiliser en tant que marketeur, à la fois pour builder nos marques, mais aussi pour créer. Bien sûr, quand on build des marques, on crée aussi de la publicité. Donc aujourd'hui, pour moi, l'IA, c'est un outil indispensable que les marketeurs doivent utiliser pour aller plus vite, pour s'améliorer, pour créer plus. Et donc, pour moi, finalement, l'IA, c'est à la fois la marque, mais aussi la pub. Quand vous parlez d'IA, Siam Malek, est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle ou d'intelligence artificielle générative? L'intelligence artificielle générative aujourd'hui nous permet de créer plus de contenu. Mais ça reste une intelligence artificielle générative. Ce n'est pas une intelligence artificielle créative. Il faut toujours garder... C'est quoi la différence entre les deux? Entre l'intelligence artificielle créative et l'intelligence générative? Alors, l'intelligence artificielle générative, c'est ce qui nous génère aujourd'hui, ce qu'on connaît, hein, le GPT. Le GPT, c'est ce qui nous permet de générer du contenu. L'intelligence, il n'y a pas d'intelligence artificielle créative, il n'y a que de l'intelligence humaine créative. La créativité, elle vient de l'être humain. Elle vient comment? Elle vient, surtout dans mon domaine, qui est la pub, on va dire le domaine de la marque et de la pub, c'est de la créativité qui vient d'une proximité de l'humain avec le consommateur, avec le client, avec qui on parle, avec notre audience. Et on va rentrer dans le détail avec vous pendant ces 38 minutes de débat, Siam Malek. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée largement par celles et ceux qui sont aujourd'hui, qui exercent une fonction dans le marketing, je crois dans la que publicité? Oui, bien sûr. Ah, je crois, parce que je rappelle que vous êtes le marché, vous le connaissez parfaitement. Oui. Hein, je ne vais pas revenir sur votre ancienneté, votre historicité au niveau du marché. Est-ce que valeur aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de l'intelligence artificielle dans différents secteurs et différents domaines. Est-ce qu'on va s'intéresser de très près, grâce à vous, aujourd'hui, à celui de la publicité et du marketing? En fait, on l'utilise à différents degrés, dépendamment de l'entreprise, dépendamment de la taille de l'entreprise, la maturité de l'entreprise en termes technologiques. On peut s'améliorer. Il y a des entreprises qui sont déjà à un niveau très élevé parce qu'ils sont affiliés à des multinationales ou ils sont intéressés par l'innovation, qui sont déjà axés, innovation axée technologie. Il y en a d'autres qui sont à la traîne et qui pensent qu'utiliser ChatGPT est suffisant. Il y a tellement d'outils qu'on pourrait utiliser aujourd'hui qui ne sont pas encore à leur full potential, comme on dit en anglais. Est-ce que c'est par méconnaissance ou est-ce que c'est par paresse? Parce qu'il peut y avoir aussi de la paresse intellectuelle. Par peur aussi. Ou par peur, par crainte, oui, parce qu'on dit... Par crainte, parce qu'on pense qu'en intégrant l'IA, c'est tout un changement. Ça pourrait être un chantier comme on a fait, parce que ça fait des années qu'on entend de la transformation digitale. La transformation digitale, il y en a beaucoup d'entreprises qui ont échoué à la transformation digitale parce que ça n'a pas été super bien préparé. L'IA, il est un peu plus simple à intégrer que ce qu'on savait avant. Mais je pense que c'est la peur. Paresse, je ne sais pas, mais c'est plus une crainte d'aller vers l'inconnu. Et donc, on préfère regarder, observer, voir ce qui se passe avant de... Est-ce qu'on peut dire, Siam Malek, c'est moi qui le dis, hein, je ne vais pas vous le faire dire, bien entendu, qu'en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans le secteur de la créativité, en tout cas de la publicité et du marketing, elle est quasiment très peu utilisée, voire pas utilisée du tout. Non, globalement, pour la plupart des entreprises de notre pays. Je ne dirais pas ça, parce qu'en tout cas, la partie publicitaire, les agences créatives marocaines aujourd'hui, elles utilisent l'IA.
Elles sont super bien avancées, elles se font former. D'ailleurs, il y a même des agences qui sont à 100% AI aujourd'hui. AI, ouais. Même au Maroc, il y a des agences qui créent aujourd'hui pour des grands groupes, pour des grandes marques, des publicités 100% AI. Donc, non, je ne dirais pas ça. Mais par contre, l'IA pourrait être, je veux dire, l'utilisation de l'IA pourrait être améliorée, pourrait être mieux utilisée. Donc, vous faites partie de celles et ceux qui disent en fait, l'IA ne va pas transformer le marché de la publicité et le marché et le secteur du marketing. Parce que certains considèrent que, et on est face aujourd'hui à une vraie transformation de fond en matière de publicité, en matière de marketing, et que tout va aller très très vite et de manière très accélérée. Pour moi, ça va aller vite, mais ça va être dans le sens de l'efficience et pas de l'efficacité. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'être plus efficient, ça nous permet de créer plus. Aujourd'hui, un créateur, au niveau d'une agence pub, par exemple, aujourd'hui, avec l'IA, il est capable de sortir plusieurs idées créatives. En même temps, il peut les transformer en animatics, il peut les pré-tester très rapidement. Donc, ça permet je vais dire, de booster la créativité, mais pas l'efficacité. Parce que l'efficacité, c'est quoi? Est-ce que je suis en train de produire quelque chose de juste? Est-ce que ce que je suis en train de produire a un impact, que ça soit financé sur la performance de la marque ou que ça soit un impact sur la société? Si on ne met pas des inputs qui sont corrects, au final, l'IA, elle va nous sortir des trucs plutôt, on va dire, plats. D'où l'enjeu, la nécessité d'avoir un bon usage de l'IA, c'est d'avoir une bonne connaissance du consommateur final. Exactement. Ça repose essentiellement là-dessus. Exactement. Là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous êtes une femme de data, d'études, de marché et de sondage et de stratégie, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons globalement nos marques installées au Maroc, qu'elles soient marocaines ou étrangères, est-ce qu'elles connaissent parfaitement leurs consommateurs? Non, malheureusement non. Non, et d'ailleurs pour moi c'est on va dire c'est un de mes grands objectifs dans la vie, c'est que les marques installées au Maroc, surtout les marques marocaines, commencent à utiliser de plus en plus les études, la connaissance client, la connaissance consommateur, parce que moi je travaille beaucoup avec différentes marques de différents, on va dire multinationales et locales, et ce que je note que bien sûr les multinationales, vu qu'ils ont des standards au niveau global, ils sont obligés de connaître leurs consommateurs, mais ça m'arrive des fois de parler avec des marques locales, quand je leur pose la question très simple, à qui vous parlez, quel est le profil de votre client, ils ne le savent pas. Donc ça, c'est le b.a.-ba de la connaissance d'un consommateur. On parle de plus en plus de consumer-centric, mais quand on pose la question, est-ce que vous connaissez qui est ce consommateur? On ne le connaît pas. C'est-à-dire le socio-profil du consommateur. Le socio-profil démographique, c'est le b.a.-ba. On ne parle pas du lifestyle, des attentes, de la psychologie. On ne parle pas de ça. On parle que c'est un homme, c'est une femme, quel âge, il habite où. Des fois, on a des marques face à nous qui ne savent pas. Est-ce que c'est des grandes marques? Est-ce que c'est des grandes marques qui ont pignon sur rue, qui n'ont pas même pas une connaissance fine, mais une connaissance tout court du socio-profil du consommateur? Oui. Et, je veux dire, et en même temps, est-ce que c'est véritablement inquiétant aujourd'hui? C'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'on ces marques-là, c'est inquiétant pour eux. Parce que c'est une question de survie pour les marques? Bien sûr, parce qu'on est dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. On a la technologie qui a facilité l'accès au marché. Tout le monde peut demain créer le même produit que vous avez aujourd'hui. On peut copier votre produit très facilement. On peut même l'importer de l'extérieur, mettre un nom dessus, pas une marque, un nom dessus, le mettre sur le marché. Si on a la force de distribution, on est capable, dans un marché traditionnel, si on est capable de distribuer dans les épiciers, on est capable de vous faire de la concurrence. Et bien, au moment où il y a une crise, où il y a la concurrence qui est forte, un nouveau entrant qui est moins cher que vous, où il y a l'inflation, c'est là où on se rend compte qu'on ne connaît pas notre consommateur, on n'est pas capable, on n'a pas de marque. On n'a pas de marque, on a un produit. Et ce qui se passe en général... C'est quoi dans l'esprit? Alors c'est intéressant parce que je vais solliciter beaucoup votre expertise durant ce débat. C'est quoi la différence entre une marque et un produit? Une grande différence. Ouais. Une grande différence. En fait, le produit, on peut le changer. La marque, c'est quoi? La marque, c'est la perception qu'on a en enlevant le produit. Par exemple, je ne veux pas citer de nom, une marque X de soda, quand je la cite, qu'est-ce que... Ça me renvoie à beaucoup de choses. Voilà, exactement, c'est ça la marque. Alors, même si j'enlève... Quand je consomme un produit, ça ne me renvoie à rien. Est-ce que je vais le consommer parce que c'est du chocolat et que j'adore le chocolat et du coup, peu importe la marque. Aujourd'hui, que ce soit chocolat X ou chocolat Y, tant que c'est le même goût,
Est-ce qu'on est sur un marché de produits aujourd'hui, nous, beaucoup plus que sur un marché de marque au niveau de notre pays, le Maroc? Je veux dire aussi, on est sur un marché où on aime plus nos produits que notre consommateur. Je m'explique. On ne voue aucun amour, aucune expression d'amour à l'égard de notre consommateur. Par contre, on voue de l'amour à notre produit qu'on a produit. Je le ressens chez beaucoup de, on va dire, de marques aujourd'hui et des marketeurs, certains marketeurs, qui tombent amoureux de leurs produits, de leur offre, mais pas de leurs consommateurs. On tombe amoureux de notre publicité, de notre campagne publicitaire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au pré-testing de publicité. Il y a beaucoup de créatifs qui ne veulent pas pré-tester les pubs parce qu'ils pensent que le consommateur, lui, il ne comprend pas, ou il va descendre la pub, la campagne. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est lui qui va mettre la main dans la poche pour payer. Il faut qu'on tombe amoureux de ce consommateur-là ou on tombe amoureux de sa tension, de son problème. Les marketeurs sont là pour résoudre les problèmes de consommateurs. C'est comme ça qu'on va pouvoir leur vendre des marques. C'est comme ça qu'on va pouvoir croître. Donc, en fait, on est à contre-courant de ce qui se passe partout dans le monde. Exactement. Globalement. On s'intéresse beaucoup plus aux consommateurs, à ses habitudes de consommation. Ça arrive, je vous dis, ça arrive un petit peu au niveau global, mais au Maroc, c'est encore plus intensifié. Ce n'est pas un phénomène qui est maroco-marocain. C'est intéressant. En fait, donc globalement, le marketeur et le marché du marketing, sans vouloir le personnifier, bien entendu, accorde quasiment aucun intérêt, en tout cas n'a pas de sensibilité à l'égard du consommateur, mais il a une sensibilité beaucoup plus profonde à l'égard du produit qu'il market et qu'il est censé vendre. Je pense que je vais faire juste une petite nuance là, parce que moi je travaille beaucoup avec les marketeurs. Aujourd'hui, ils ont cette sensibilité-là, mais est-ce qu'ils ont les budgets? C'est qu'il y a un frein au-delà du marketeur. C'est au niveau du top management qui n'ont pas cette culture de marque. Donc aujourd'hui, quand on donne un budget à un marketeur, le CEO en général, il va signer peut-être pour 2-3 campagnes de publicitaires, mais il ne va pas signer pour une étude de compréhension de consommateur. Pour lui, il connaît déjà son client, il connaît déjà son consommateur. C'est très rare. En fait, c'est ce qui fait... Donc il y a l'arbitrage un petit peu... Exactement. Et donc le marketeur, lui, il se retrouve entre les deux. Aujourd'hui, il sait que son rôle, c'est de répondre aux besoins du consommateur, mais il a un budget limité. Et donc, entre les deux, il se dit, alors, moi, je vais faire comme l'année dernière, ou je vais copier X ou Y, ou je vais... Au feeling. Au feeling. Au petit bonheur, la chance. Est-ce que, c'est Amalek, justement, ces acteurs du marketing et de la pub, est-ce qu'ils vont être bousculés, voire totalement embarqués, mais sous l'eau, avec l'IA? Parce qu'aujourd'hui, valeur l'IA, on va revenir sur Link AI que vous avez Link AI, voilà, qui est une technologie de rupture. C'est une technologie de rupture et à la fois prédictive. C'est un levier, il vient là faciliter le travail aux marketeurs et aux publicitaires parce que ça leur permet de pré-tester les pubs, s'assurer que ces pubs-là auront un impact à la fois sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Le court terme sur les ventes, mais sur le long terme sur la marque. Est-ce que du coup, les marketeurs traditionnels, en fait, il n'y a plus d'avenir pour eux? Les publicitaires traditionnels, il n'y a plus d'avenir pour eux? Si, il y a toujours de l'avenir parce qu'il y a toujours de la créativité derrière. Encore une fois, l'IA, c'est un outil. Ce n'est pas ce qui va ramener la créativité. Mais quand je vois la technologie de rupture et d'analyse prédictive comme Link AI qui permet d'anticiper l'impact d'une campagne publicitaire ou d'une pub avant même qu'elle soit mise en ligne, je me dis quel avenir pour les marketeurs et pour les publicitaires. Et j'ai pris d'ailleurs, en préparant votre venue, vous regardez ça très attentivement, c'est mes petites notes. C'est Amalek, une déclaration du PDG de Publicis en marge de Vivatech, édition 2025, qui disait qu'effectivement l'intelligence artificielle allait détruire des emplois dans le secteur, le monde de la publicité. Est-ce que valeur aujourd'hui, ces technologies de rupture prédictive, effectivement, fait que quand on est directeur marketing ou dans la créativité et la publicité, si on si on ne devient pas humanoïde, rapidement, on n'a plus d'avenir. En fait, l'IA en général, au-delà du domaine de la publicité ou du marketing, c'est une technologie qui va créer une rupture avec la méthode, on va dire la façon traditionnelle avec laquelle on travaillait. Il y aura certainement des postes qui vont être supprimés, d'autres qui vont être créés. C'est ce que dit Maurice Lévy d'ailleurs. Il faudrait qu'on s'adapte. Aujourd'hui, et heureusement que l'être humain, il a cette capacité de s'adapter. Est-ce que chez nous, ça va faire plus de dégâts que dans des marchés de publicité et de marketing beaucoup plus matures? Ça dépend de la vitesse avec laquelle on va s'adapter. Moi, je reste
positif, je reste optimiste. Je pense qu'on a quand même des marketeurs et des publicitaires très intelligents, très smart. D'ailleurs, on utilise des outils qui sont parmi les dernières tendances dans la pub et dans le marketing. Ouais. Et je pense qu'on a quand même des personnes qui sont assez ouverts d'esprit pour aller chercher de la nouveauté, pour apprendre, etc. Je crois que ça dépendra de la vitesse avec laquelle on s'adapte et ça va être du cas par cas. Vitesse à laquelle on s'adapte, en sachant qu'on va s'adapter à de la technologie qui va très vite. Il va falloir qu'on aille très vite. Surtout si on accuse déjà un retard certain en matière de créativité. Sincèrement, moi je me dis, est-ce qu'il faut qu'on aille plus vite ou il faut qu'on aille plus juste? Oui. Qu'est-ce qu'on ferait là, vous qui incarnez la sagesse? Pour moi, l'IA va aller plus vite et nous, on doit aller plus juste. Plus juste. En tout cas, je vais reprendre de la data que vous avez fournie, qui n'est pas la mienne, c'est qui appartient à Siam Malek. 85% des publicités aujourd'hui n'ont pas d'impact ou peu d'impact. Exact. Quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai eu hâte de vous avoir en studio et surtout hâte de vous interpeller là-dessus. Parce que quand on a ce chiffre-là qui repose bien sûr sur des études, sur des marchés, sur de la data qui a été filtrée, analysée, c'est quand même inquiétant. Très inquiétant, mais ça a toujours été le cas. C'est comme si on jetait de l'argent par la fenêtre. Donc on se permet, nos marques aujourd'hui se permettent de communiquer, de prendre un risque. C'est-à-dire dépenser de l'argent, c'est plus une dépense, fait plus un investissement qu'une dépense, me semble-t-il, sans avoir aucun impact pratiquement. Oui. Donc est-ce qu'ils sont conscients de ça? Certains. Ces marques, Je pense que certains le sentent. Je crois qu'il y avait des freins au niveau du pré-testing, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous permettrait de réduire ce pourcentage-là? On ne va pas l'éliminer à 100%, mais on va réduire ce pourcentage-là. C'est en pré-testant. En pré-testant auprès de nos consommateurs pour savoir est-ce qu'effectivement il y a un impact, que ce soit un impact sur les, comme j'ai dit, court terme sur les ventes ou sur long terme sur la marque. Parce qu'une pub, elle a deux objectifs, ou elle peut avoir un des deux. Mais en tout cas, une pub, c'est où elle va impacter ma performance, donc mes ventes, ou elle va impacter ma marque. On ne fait pas une pub pour faire joli, on ne fait pas une pub pour faire de la créativité. Oui, des fois on fait une pub pour créer de la notoriété, mais la notoriété, ça fait partie de la marque. Donc, globalement, nous, on fait de la pub pour la notoriété. Quand on fait venir des artistes connus, quand on délègue la communication et quelque part la pub à des influenceurs qui ont des dizaines de milliers de followers, est-ce que c'est pour flatter son ego? Non, je ne sais pas. Vous qui êtes une... En tout cas, j'espère qu'on ne le fait pas que pour ça. Ah, mais je ne sais pas, je pose la question. Non, en fait, une pub, ça a des objectifs derrière pour faire bouger des KPI différents selon la position du funnel ou qu'on veut faire bouger, du brand funnel. Est-ce qu'on veut bouger la awareness, le top of mind, ou est-ce qu'on veut faire bouger complètement l'acte d'achat? Est-ce que la personne, quand elle veut... Si on veut faire du bruit, c'est-à-dire j'ai un produit X, j'ai l'info en face Matin TV, je veux faire du bruit. Alors je fais faire du bruit pour la catégorie. Oui. S'il n'y a pas de marque derrière, une marque forte dans cette publicité, il n'y a pas de branding, on va dire, je fais du bruit pour faire du bruit. Je fais du bruit des fois, même pour mes concurrents. 85% des publicités n'ont quasiment aucun impact, en tout cas pas l'impact escompté. Est-ce que, là vous dites, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire en sorte de réduire un petit peu ce mauvais scoring? C'est comme ça qu'on peut dire aussi? Exact. Voilà. Mais pour ça, il faut une implication des marques. Il faut une implication des marques et il faut une implication du top management, des CEO. Parce qu'une marque, elle n'appartient pas au co-marketeur, elle n'appartient pas au marketeur, c'est la responsabilité. Pour moi, une marque, c'est la responsabilité du CEO. Non, mais moi, quand j'entends ces chiffres-là, il y a peut-être des CEO qui vous écoutent et qui vous écoutent attentivement. C'est Amalek qui dirait, effectivement, si 80% des publicités au niveau national ont peu d'impact, voire pas d'impact, mais en tout cas peu d'impact, ça sert à quoi de communiquer? Ça sert à quoi de faire des campagnes de pub? Ça sert à quoi de faire la publicité, de l'affichage sur les 4x3? Ça sert à quoi de communiquer sur les réseaux sociaux? On peut avoir aussi des CEO qui pourraient, suite à ça, se dire, moi, demain, dès que j'arrive au bureau demain matin, je fais une réunion d'urgence. Parce que moi, si les campagnes de publicité n'ont pas d'impact, je préfère ne plus communiquer. Écoutez, on a les 15% qui, eux, le font super bien. Il faut qu'on devienne ces 15%. Il ne faut pas qu'on arrête. La pub, elle est essentielle pour créer une marque. Il faut qu'on communique avec le consommateur. Parce que si on ne fait pas de bruit, si le consommateur ne sait pas quel est notre positionnement, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, qui on est, il ne va pas nous acheter, il ne va pas nous aimer, il ne va pas nous acheter. Donc il faut qu'on le fasse bien. Il ne faut pas qu'on arrête, bien sûr. Il ne faut jamais arrêter la pub. Il peut y avoir ce réflexe. On a eu des exemples aussi où des marques, par exemple, ont choisi de ne pas communiquer sur certaines périodes, comme le Ramadan, par exemple, et
ça a impacté leurs ventes par la suite. Parce que C'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont décidé, en tout cas par exemple pour le Ramadan dernier, de ne pas être communiquées, de ne pas être visibles durant cette période-là. Et ça a Ça eu se un traduit par une impact vente sur les baisses. sur une baisse Du chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Exactement. Donc la pub, elle est importante, mais il faut la faire bien. Mmh. Ce qui se passe, c'est La que... faire bien, c'est quoi? Alors, si Amalek, c'est intéressant parce que vous ouvrez encore une autre petite fenêtre Ouais. de débat sur la créativité. Beaucoup se montrent toujours critiques, chaque année d'ailleurs, pendant le Ramadan, en disant c'est quoi ce niveau de créativité qui est médiocre, qui est insupportable, qui est voire insultant au niveau de l'intelligence humaine. Donc, c'est voilà, aujourd'hui, est-ce que cette créativité, elle doit s'aligner au profit du consommateur? Et encore faut-il avoir bien identifié le profil aussi du consommateur. Est-ce que c'est le marketeur qui décide en fait et qui a tout le pouvoir, si je puis dire, c'est peut-être une question de pouvoir. C'est qui c'est qui a le pouvoir? C'est le marketeur ou le consommateur dans la pub? C'est le consommateur. C'est le consommateur parce que c'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Maintenant... Mais il ne sait pas forcément qu'il a le pouvoir. Sincèrement, autant que j'ai plus de 22 ans d'expérience dans ce domaine-là, j'ai travaillé avec toutes les marques, je ne me permettrai pas de juger la créativité sans revenir vers le consommateur. Parce que des fois, il y a des choses qui me plaisent à moi, mais qui ne plaisent pas au consommateur, ou vice-versa. Donc, parce que ce qui se passe en général, les marketeurs aujourd'hui, je me considère comme marketeur parce que je travaille avec eux, c'est mes partenaires. Ce qui se passe, c'est que les marketeurs aujourd'hui représentent combien de la population? C'est en général des gens qui ont fait des études, des années d'études, qui sont arrivés à un certain niveau socio-démographique, on va dire socio-économique élevé. On fait partie des 2%, des 4% de la population. Les marketeurs, c'est un peu l'élite économique. Et qui doit penser et réfléchir pour les masses. Et que là, du coup, est-ce que c'est une forme de harcèlement psychologique, social? De se dire, voilà, moi, je fais partie du haut du panier et on me demande, en fait, de descendre beaucoup plus bas pour pouvoir concevoir de la créativité qui soit alignée aux masses. Du tout. Ouais, je sais pas, je vous pose là. Non, du tout. On va dire cette élite-là. Et quand on est marketeur, on a un point fort qui est très, très important. J'espère qu'on l'a en tout cas. C'est l'empathie. Que ça soit l'empathie vis-à-vis de nos clients, de nos consommateurs. Donc, ça veut dire qu'on peut descendre au niveau de nos consommateurs, quelle que soit leur avec classe facilité sociale. et en toute aisance. Exactement. On va sortir sur le terrain, on va les écouter, on va bien analyser la data, on va les mettre la data dans un contexte qu'on connaît, nous, culturel. Mais on a aussi de l'empathie vis-à-vis de notre top management. On est capable de parler le langage du top management. Donc, on est le lien entre la réalité marché et la réalité de l'entreprise. Est-ce que la majorité des marketeurs ont cette capacité, cette flexibilité, cette agilité pour pouvoir être audibles vis-à-vis du top management et à la fois d'être audible auprès des masses de consommateurs? Est-ce qu'ils sont majoritaires ou minoritaires? Je ne connais pas la totalité, mais de ce... Sans mettre la présence à Amalek, mais si je dis, je pense, moi en tout cas, mon ressenti qui est tout à fait modeste, c'est plutôt la minorité, non? Moi, je dirais que tout le monde est capable de le faire, mais il faut s'ouvrir à cette possibilité-là. On est des êtres humains, on peut tous avoir de l'empathie, on doit se faire coacher, on doit se faire accompagner pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on était des bons exécutants qu'on va être des bons CMO et des bons directeurs marketing. Ce n'est pas parce qu'on est des bons créatifs qu'on peut être un bon marketeur. C'est bien d'être un bon créatif. On a besoin de la créativité. Mais il faut qu'on se fasse coacher, il faut qu'on apprenne à devenir un marketeur stratégique aussi. Stratégique aussi, mais est-ce que du coup, maintenant, le match est tout à fait réglé? C'est l'intelligence artificielle, à l'image de Link AI, qui va mettre tout le monde d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil, une technologie de rupture prédictive qui permet de connaître au détail près le comportement du consommateur. Ces moments aussi, alors j'ai vu, c'est très poussé. Ouais, c'est très poussé, des moments de la journée aussi où est-ce qu'il est plus en capacité d'être à l'écoute et de se dire tentative d'acheter ou pas. Ouais. Le Link AI, c'est plus axé sur les pré-tests publicitaires. Il y a d'autres outils aussi qu'on a pour lesquels on utilise le AI. Aujourd'hui, nous, on a créé un panel synthétique. Je m'explique ce que c'est qu'un panel synthétique. C'est qu'on a fait des études avec des vraies personnes et on les a modélisées. Donc aujourd'hui, des fois, sur certaines études, je n'ai pas besoin d'aller voir les vrais consommateurs. Je peux demander à mon panel synthétique, parce que ce qu'on appelle les digital twins, c'est les jumeaux digitaux aussi. Parce que ils pensent, ils réfléchissent comme les personnes, comme la population marocaine, on va dire. Après, est-ce que je me limite à ça? Non, parce qu'il y a toujours des changements. L'humain
il a des feelings, il a des émotions. Donc il faut toujours garder en tête que oui, on peut utiliser l'IA pour accélérer, pour l'agilité, mais il faut toujours garder l'humain dans la loupe, parce que l'humain, c'est la créativité. C'est intéressant parce que donc, technologie de rupture qui devrait accélérer aussi, donc, je vous dis, la transformation un peu du marché publicitaire et un peu du marketing. Mais moi, mon interrogation, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, quand j'ai vu que la capsule de publicité qui a été diffusée lors du dernier NBA, de la finale NBA, alors, je ne sais pas si vous êtes... Oui, je sais que je vous avez fait vos études aux États-Unis, Oui, vous êtes basket, vous? Non, Basketball, un petit peu, pas vraiment. Pas vraiment. À l'époque de Shaquille O'Neal, oui. Ouais, voilà. Ça fait longtemps. 2000 €, 20 000 dirhams. Oui. La capsule Ben de oui. publicité pour un des plus grands événements sportifs, je veux dire au monde en tout cas, pour essentiellement les basketteurs, 20 000 dirhams. Oui. Mais, Voilà. Je me dis, voilà, et tout était basé sur de l'IA. Oui. Je crois qu'ils ont utilisé entre 300 et 400 vidéos qu'ils ont compilées en 15 minutes qu'ils ont exploitées. Ils ont commercialisé ça 20 000 dirhams, alors qu'avant, on était sur du... C'est 20 000 dirhams au moment de la création de cette publicité, Oui. mais c'est beaucoup aussi de connaissances, c'est l'input qu'on y a mis. Qu'est-ce qu'on y a mis? Parce que l'outil, il est là. Mais si on ne met pas les bons inputs, les bons insights, la bonne tension auquel on veut répondre, si on ne connaît pas super bien notre positionnement de marque, là où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut communiquer, oui, il y a même moins cher que ça, on peut avoir une pub, mais est-ce qu'elle va parler? Est-ce qu'elle va être juste? Mais est-ce qu'on n'est pas face à une révolution aujourd'hui? Bien sûr qu'on est face à une révolution. Cette pub qui a été fabriquée, conçue pour la finale de la NBA, 2 000 €, 20 000 dirhams. Exact. Donc avant, c'était entre 50 000 et 100 000 dollars. Donc Oui. je me dis, voilà, valeur aujourd'hui, entre ceux qui rouspètent aujourd'hui, les professionnels du secteur de la publicité que vous connaissez très bien aussi, parce qu'il n'y a Oui. pas que les marketeurs que vous connaissez Oui. bien, Ouais. qui disent, ben voilà, c'est les GAFAM, les géants du net, ils ponctionnent tout, ils captent 90% des recettes publicitaires, ils cassent le marché, ils font du dumping. Mais quand on voit aujourd'hui qu'on est capable de fabriquer une pub à 2 000 € pour un événement quasi planétaire comme la finale de la NBA, est-ce qu'il y a du souci à se faire lorsqu'au Maroc, on est publicitaire, on est dans le marketing aujourd'hui? Il faut qu'on s'adapte. Avec cette technologie IA qui est en train de gagner du terrain, qui s'accélère. Il faut absolument s'adapter. Il y a aujourd'hui même ici au Maroc, il y a des agences 100% IA. Qui font de la concurrence aux agences traditionnelles. Aujourd'hui, il faut absolument que les agences s'adaptent. Comment ils vont le faire, je peux pas te dire. Se le faire, c'est quoi? Se familiariser avec l'IA. Pas seulement, j'imagine. Oui, non, je ne sais pas. C'est quoi? Revoir ces critères de recrutement aussi, de profils, de personnes aujourd'hui beaucoup plus. Profils qui arrivent sur le marché, dans notre domaine aussi, hein, même dans les études aujourd'hui. Avant, on se basait beaucoup sur le feedback consommateur. On avait aussi des gens qui travaillaient derrière. Aujourd'hui, on arrive aussi à être plus agile, plus rapide grâce à l'IA, à travers des outils qu'on a développés en interne qui nous permettent d'aller plus vite, de livrer plus à nos clients. Mais on a dû s'adapter. Et on a dû aussi... Aujourd'hui, nous, on recrute des profils qu'on ne recrutait pas avant. En tant qu'étude de marché, moi, dans mes 20 ans d'expérience avant, je n'ai jamais recruté un développeur informatique. Aujourd'hui, j'en ai. Et il le faut. Je n'ai jamais développé un product manager. Mais aujourd'hui, j'ai recruté un product manager. Quand on voit les compressions comme ça, littéralement, on peut parler de compression, je pense que le terme le plus approprié d'un coût d'une publicité, je le rappelle, 20 000 dirhams, moi ça m'a choqué quand même. En préparant votre venue, 20 000 dirhams, 2 000 $ pour la finale de la NBA comme capsule publicitaire. Se dire aujourd'hui, les marques, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est consommateur, on dit les marques font des économies aujourd'hui sur les campagnes publicitaires, ça leur coûte grâce à l'IA ou via l'intelligence artificielle beaucoup moins cher, mais en même temps, ça ne fait pas baisser les prix. Alors, déjà, le budget marketing... Selon les marques, on a les budgets qui varient entre 20, 30 ou 40% En tout cas, déjà, dans une publicité, il n'y a pas que le budget de production. Il y a aussi le budget média qui coûte plus cher. Maintenant, je pense puisqu'on va produire de plus en plus de pubs, il y aura de moins en moins d'espace pour les faire passer. C'est vrai que le digital, il est là, il nous aide à avoir plus de... Un horizon illimité, beaucoup d'espace. Mais pour avoir l'attention du consommateur, on sait que là, aujourd'hui, une pub, elle est zappée au bout de 2 secondes ou 3 secondes. Donc, mais apparemment, c'est un marqueur aussi. Certains experts de la pub disent même si ça dure 2-3 secondes, ce qui est important, que ça marque l'esprit. Exactement. On n'a pas, au bout de 2-3 secondes, ça marque. Et comment on va faire pour marquer l'esprit? C'est ce savoir-faire derrière, c'est cette connaissance du consommateur. Donc, aujourd'hui, je pense, moi,
Sincèrement, je pense que les études et les publicitaires vont se rapprocher de plus en plus. Je me demande si l'un ne deviendra pas l'autre. C'est-à-dire le publicitaire deviendra le marketeur va devenir le publicitaire. Je veux dire, non, les études. Les études de marché versus publicité. Aujourd'hui, est-ce que la personne qui travaille dans les études de marché ne serait pas capable de faire de la pub? Puisqu'il y a... Elle connaît l'attention du... Je ne fais pas de concurrence à mes amis publicitaires, mais je me pose la question. On va vers ça, selon vous, comme modèle. Et le publicitaire va devenir aussi un bon insight manager. Il va devoir devenir un bon insight manager. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est un Malek aussi, que des marques, aujourd'hui, il faut appel à des startups aussi pour concevoir des espèces de prestataires externes, comme dans le cloud, les hébergements de data, pour la conception de leur publicité et de capsules publicitaires qui sera mise en ligne au niveau des réseaux sociaux, parce que si je n'ai pas forcément le personnel et les compétences humaines et que je peux faire appel à des personnes qui sont en capacité de me faire une capsule publicitaire pertinente, percutante, qui correspond à ma cible à moindre coût, est-ce qu'il n'y a pas la tentation d'externaliser la conception de publicité? Il y a la tentation dans les deux sens. Il y a la tentation dans les deux sens. Il y a peut-être une tentation même d'internaliser. Parce qu'aujourd'hui, si l'IA me permet de faire de la créativité, et moi j'ai un bon insight manager à l'intérieur de mon entreprise, et j'ai l'information qu'il faut, j'ai l'attention du client auquel je vais répondre, je connais mon positionnement, je sais où est-ce que je veux aller, il y a probablement un risque que je commence à produire mes propres pubs. Et ça arrive. On commence à le voir dans des entreprises au niveau global. C'est les entreprises en recrutant, ils ont un département pub. Exactement. Des agences internes, des agences de communication internes qui ne font que produire de la pub pour la marque. Là, il y a de ça aussi au Maroc. J'ai quelques exemples. Bien sûr, je ne cite pas les marques, mais il y en a un grand opérateur local qui a créé sa propre agence de communication. Il a fait sur la base de quelle motivation, selon vous, vu que j'imagine l'agilité. La marque est anonyme, oui. J'imagine c'est pour l'agilité. C'est pour une meilleure compréhension des besoins internes, puisqu'en général, il y a des blocages au niveau de... En tout cas, quand l'humain est dans la boucle, des fois, ça crée des freins à l'agilité, à la rapidité, à l'efficience. Pas à l'efficacité, je dis à l'efficience. C'est pour ça que certains... Et je pense que c'est aussi question de budget. Ça nous permet de réduire énormément considérablement les budgets. On le voit, donc on revient toujours à ce 20 000 dirhams, cette pub qui a été diffusée pour la finale de la NBA. Mais il y a aussi de plus en plus d'entreprises. Le plus en plus, il est peut-être à relativiser, à pondérer. Vous nous direz, c'est un Malek qui s'appuie sur les influenceurs ou les influenceuses pour faire la pub ou de leur marque ou de leurs produits ou des deux. Est-ce que c'est une bonne stratégie de marque ou stratégie de produit que de s'appuyer sur les influenceurs ou les influenceuses selon vous? C'est la question $1 million. $1 million, même. Ou 1 million de dirhams. Effectivement, utiliser les influenceurs, c'est un must aujourd'hui. On sait qu'il y a des influenceurs qui ont un bon impact sur la marque. Mais il faut bien choisir l'influenceur au-delà de son reach, au-delà de combien de followers il a. Il faut choisir d'abord un influenceur sur la base du fit avec la marque. Il faut toujours garder la marque. C'est-à-dire que l'influenceur, son socio-profil, il faut que ça matche avec la marque. Pas seulement son socio-profil, même, on va dire, sa marque à lui. Ses valeurs, son purpose dans la vie. Est-ce qu'il fit avec ma marque ou pas? Est-ce que ça veut dire, Siam, qu'il faut faire une enquête de moralité? C'est-à-dire qu'est-ce qu'une marque aujourd'hui ou une entreprise qui veut commercialiser un produit en ligne sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il doit nécessairement, lorsqu'il veut faire appel à un influenceur ou une influenceuse, faire une enquête de moralité pour s'assurer qu'il y a un vrai lien, une vraie corrélation entre le profil de l'influenceur ou de l'influenceuse et le produit ou la marque? On en a fait beaucoup. D'ailleurs, les marques internationales en font tout le temps. On en a fait on va dire, sortes de scoring, de fit, bien sûr, où on pondère à la fois le fit, le reach, etc., pour nos clients, pour des marques clientes, pour voir est-ce qu'effectivement le consommateur voit cet influenceur comme un match avec la marque ou pas. Donc, en tout cas, vous dites, oui, effectivement, on peut s'appuyer sur les influenceurs, sur l'écosystème influenceur-influenceuse, mais à la condition que l'influenceur ou l'influenceuse a un profil qui se rapproche, en tout cas, où il y a des liens plus ou moins étroits avec la marque ou avec le produit. Exactement. Il faut avoir des objectifs bien définis de cette collaboration.
faut savoir à quoi on s'attend de cet influenceur-là et avoir une stratégie à long terme. Et vous dites en même temps, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, c'est Malek, c'est pas le nombre de followers qui va mesurer ou qui va garantir l'impact de la communication qui va être faite au niveau... Il y a des études, j'ai pas les chiffres en tête, il y a des études qui ont prouvé que les micro-influenceurs marchaient beaucoup mieux que les mass market influenceurs. Donc ça veut dire que sur la durée ou pas? Parce qu'il y a très souvent en fait c'est des espèces de one shot qui sont faits sur un produit ou sur une marque ponctuellement. Ça dépend en fait de la cible de la marque. Par exemple, si moi j'ai une cible bien spécifique et je peux utiliser plusieurs micro-influenceurs qui vont influencer ma cible à moi, et ça peut être sur le long terme, sur la durée. Donc, effectivement, il y a eu des études, il y a eu des preuves comme quoi les micro-influenceurs marchent super bien. Et sans citer de marque, il y a encore une fois une grande marque internationale aujourd'hui au niveau mondial qui travaille avec ces micro-influenceurs et qui les forme, en fait, qui leur donne les moyens. Elle les identifie et puis après, elle leur donne les moyens pour pouvoir nourrir leur communauté. Parce qu'ils travaillent avec ces micro-influenceurs et ils se sont rendus compte que l'impact des micro-influenceurs par rapport au budget dépensé, le ROI, était beaucoup plus élevé que quand on travaille avec un grand influenceur. En général, le grand influenceur, ça pourrait être bon pour la visibilité. Mais quand on va dans l'impact sur l'achat, la performance, etc., les micro-influenceurs sont beaucoup plus performants que les grands influenceurs. Ils ont un effet beaucoup plus dissuasif sur le consommateur pour qu'il achète dans sa tentation d'acheter. C'est un petit peu la stratégie de niche, on va dire. Donc quand on niche, on a plus d'impact. Dernière interrogation, parce que c'est un axe aussi qu'on va essayer de contextualiser en même temps. Notre pays est victime de cyberattaques. Vous avez vu, beaucoup d'institutions ont été visées. A priori, pas beaucoup de marques, ou en tout cas pas d'entreprises du secteur privé. J'ai bien dit a priori, parce que très souvent, quand on a été attaqué, on ne le dit pas forcément, c'est culturel. On ne dit pas qu'on a été victime d'une cyberattaque et d'une piraterie informatique. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi le développement de l'IA, technologie de rupture et d'analyse prédictive pour anticiper l'impact d'une communication publicitaire? Ça veut dire aussi beaucoup de data qui circule avec l'intelligence artificielle qui est en train de se démocratiser, parce qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, mais il y a plein d'intelligences artificielles, que ce soit dans le marketing d'ailleurs, ou dans le monde, dans le domaine de la publicité. Est-ce que là-dessus aussi, il y aura nécessité, selon vous, d'essayer d'encadrer ce développement de l'IA? Il le faut. Y compris dans la pub d'ailleurs, et le marketing. Ce n'est pas une problématique marocaine, c'est une problématique mondiale aujourd'hui. L'IA est arrivée là trop vite. On ne s'y attendait pas. En fait, le ChatGPT a démocratisé l'IA. L'IA a toujours existé, elle était là. Chez nous, par exemple, on l'a utilisé depuis 15 ans dans les pré-tests publicitaires. Justement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir le link AI. Mais, quand ça a été démocratisé, il n'y a pas eu l'accompagnement, on va dire, au niveau, que ce soit au niveau technique pour s'assurer... C'est un tsunami, hein, donc c'est difficile de... Exactement, que ce soit au niveau la loi, etc., législative. Donc, du coup, on se retrouve avec monsieur tout le monde qui a l'accès, je vais dire ChatGPT, parce que tout le monde utilise aujourd'hui ChatGPT, mais on ne sait pas qu'à chaque fois qu'on met une information sur ChatGPT, elle part partout, peut être partagée partout dans le monde. Et donc, du coup, il y a matière à travailler sur ça. Aujourd'hui, dans le secteur des privés, en tout cas côté entreprise, certaines entreprises interdisent l'utilisation de ChatGPT sur le lieu de travail. D'autres ont leur propre ChatGPT. Nous, on a développé notre propre GPT et qu'on déploie même auprès de nos clients, qui leur permettent de consulter leurs rapports, de faire de l'analyse sur leurs rapports. C'est-à-dire qu'il y a une mise en interconnexion avec vos clients. Mais c'est juste on le fait client par client, cas par cas. Donc le client, il peut même mettre des informations qui sont confidentielles. Il est rassuré que cette donnée-là, elle reste chez lui et part nulle part. C'est un développement sur lequel on a investi parce qu'on sait que c'est très important. Il ne faut pas mettre tout sur le GPT. Malheureusement, les gens le font. Consciemment ou inconsciemment? Inconsciemment. On donne son numéro de téléphone, son numéro de CIN, son RIB. CIN, j'espère pas. Inconsciemment. Très souvent dans notre pays, on nous demande très souvent le numéro de CIN, non? Trop souvent peut-être. Non? C'est une question à $1 million, ça? Oui, c'est une question à $10 millions, là. Merci infiniment, Siam Malek, pour cet éclairage dynamique, interactif et certainement prédictif sur l'enjeu fonction de l'IA. Comme un levier pour les marques ou un indispensable pour la créativité, vous avez dit les deux.
c'est effectivement, c'était plus un indispensable à tout point de vue, et ce qui permettrait, on ne va pas dire transformer, professionnaliser ou reprofessionnaliser, remodeler, redéfinir les fonctions de marketeur et de publicitaire dans les. Là, ça a démarré certainement le processus, et puis ça va se poursuivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. L'occasion peut-être de refaire un point de situation une fois qu'on aura des nouveaux profils de marketeurs et de publicitaires qui seront intimement attachés à connaître parfaitement les besoins du consommateur et toutes ses sensibilités. Tout va changer sauf ça. Sauf ça. L'humain ne va pas changer, les sensibilités non plus. Et il faut se rappeler qu'on est là pour servir cet humain. Et le consommateur, donc du respect au consommateur avant tout. Quelle que soit la marque, quelle que soit la marque et quel que soit le produit qu'on commercialise. Exact. Merci infiniment à vous, c'est Alex, c'était un plaisir. Et à très bientôt. Plaisir partagé. À très bientôt.